Bonjour et bienvenue. Vous regardez CCTV et c'est votre mag Kiosque qui revient. Comme chaque lundi, l'actualité ce matin, elle est sportive. La victoire in extremis du Corbeau, le choix, les TP Mazembe face à l'équipe marocaine dirigée par les Congolais Jean-Florent Ibenge Ikwangé. C'est vraiment une belle option pour les TP qui attend jouer la phase retour de cette demi-finale. Aller jouer le dimanche au temple de Badiangona au niveau de Kamalondo à Lubumbashi. On va revenir sur le déroulé de cette rencontre, les apports des uns et des autres. Quelle sera l'option pour le match retour à jouer chez les Oranges marocains? Les premières élections sous Denis Kadima, l'ère du bilan, l'ère de passer en revue tout ce processus qui a conduit à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, carton plein pour l'union sacrée, mais aussi une montée en puissance de la gente féminine. 3 gouverneurs, femmes élus dans la République. On va peut-être revenir aussi sur les détours au niveau de la Tchopo, mais également au niveau du Congo central. Ça va se jouer aujourd'hui. Donc, passe au débat. Merci à vous, madame, monsieur. Bienvenue, vous avez choisi CCTV, vous avez très bien fait. Gardi Diana, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, bonjour à tous les téléspectateurs de Kiosque, mais également la grande équipe derrière, et je salue mes co-débatteurs Patrick et Ali. Victoire du TP Mazembe dans les arrêts de jeu. Bon, écoutez, c'est vrai que dans les arrêts de jeu, c'était une victoire précieuse, mais il faut dire quand même une vérité, cette équipe de Mazembe était très entreprenante. À mon humble avis, je crois que c'était un match qui devrait être plié depuis un certain moment, mais je peux comprendre. Beaucoup de ratés. Quand vous vivez, quand vous êtes au niveau continental et que ça fait plus de 2 mois que vous ne jouez pas de championnat, certainement les joueurs sont un peu en mal de compétition, et je peux comprendre, mais seulement faut être beaucoup plus vigilant. Avec cette marge de 1-0 au niveau du Maroc, je connais la grinta que ces gens-là ont, et j'espère en tout cas, c'est tout ce que nous on souhaite, parce que visiblement, malgré le contexte assez difficile, Mazembe continue à défendre l'honneur de la République et on a été heureux. Moi d'ailleurs, pour dire vrai, j'avais quitté déjà le match. Quand je me suis rendu compte que c'était 0-0, je suis parti. C'est pendant que je rentrais que quelqu'un m'a appelé pour me dire non, finalement Mazembe a marqué dans les arrêts. Un peu comme en 98, les Léopards face aux étalons du Burkina Faso. Exactement, ces parallélismes-là tiennent, mais on espère que Mazembe saura maintenir son avance au match retour, et même si je suis partagé parce que de l'autre côté c'est Jean-Florent Ibenge quoi que Mazembe a fait l'Inzombo un peu à la Vida. Patrick, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci beaucoup. On a fait un grand débat avec vous sur la question de Boudimbo AVC. Moi je vous ai dit, excusez-moi, c'est déjà en pleine émission, mais c'est des choses que nous discutons à la maison. AVC, ça c'est quelle partie? Non, c'est AVC veut dire exactement autre vision du Congo. Oui. Moi, je tiens à saluer l'exercice démocratique qui a été fait samedi de fort belle manière. Vous avez un opérateur politique qui a fait un meeting où il a tenu un discours responsable, rassembleur, pas de colibé, pas d'invective. Je pense qu'il nous faut quelque part aussi cette façon de voir les choses. Un peu comme le dit si bien le symbole du parti, une autre vision du Congo. Une autre vision du Congo est possible, où les acteurs politiques, même en adversité, peuvent se respecter, peuvent tenir des meetings sans aller dans des considérations, dans des attaques ad hominem. Même les journalistes aussi sur les plateaux, vous devez aussi... Exactement. On doit rompre avec cette wengetisation. D'ailleurs, pour preuve, Wenge dont on avait pris l'exemple en termes de... Wenge Panzani. Voilà. Aujourd'hui, Wenge nous donne une autre image où on peut voir... une autre vision du Wenge. Une autre vision de ce que peut être des relations. Après avoir fait mutuellement la guerre entre eux, on les a vus dépasser les ressentiments les uns les autres et parler en toute fraternité pour une circonstance. Donc pour revenir, au-delà du raz-de-marée, je tiens, moi, personnellement, à faire savoir que le dynamisme politique doit résolument
conduire vers ce genre d'exercice démocratique. Merci beaucoup, Patrick Yalé. Vous n'avez pas dit un mot aux joueurs de Tout-Puissant Mazembe, hein? Non, non, non. Moi, je tiens en tant que patriote à féliciter le staff dirigeant de Mazembe. Parce que, comme l'a dit Gardi, c'est pas évident dans les circonstances actuelles où le championnat est quasiment inexistant, de tenir la dragée haute à une équipe maghrébine. Quand on sait la perspicacité des équipes maghrébines, moi je ne peux qu'encourager le staff dirigeant de Tout-Puissant Mazembe. Très bien. Eric, il y a deux Eric, il y a Patrick, il y a Eric. Izami, bonjour. Bonjour Serge. Eric, Izami, Boanzali, Mongali Kita. J'aime bien prononcer votre nom là. Izami Boanzali. Mongali Kita. Bolangala. Moi, c'est le dernier Bolangala que j'aime. Merci beaucoup. Une expression nette qui illustre la capacité des uns et des autres de pouvoir vivre ensemble. Ces derniers temps, c'est quand même un sujet d'actualité. Le Wenge prouve à suffisance que le Congolais peut vivre ensemble, en frères, que vous veniez du nord, du sud, de l'ouest, nous sommes tous un, et ensemble nous pouvons faire des rebonds pour faire avancer notre pays. Davantage aussi par rapport à tout ce qui touche au talent. Parlons de Tout-Puissant Mazembe qui a davantage hissé très haut les couleurs nationales. Chez nous, il ne se pose pas un problème de talent. Nous avons tellement de talents. Ils sont à foison. Mais c'est seulement la manière de les utiliser. Et partout, lorsque nous passons, on sent que le Congo peut toujours se relever et aller de l'avant. Très bien. De vivre ensemble, on en a besoin. Et Wenge, là, vraiment, ça nous aide à pouvoir cimenter nos relations. Et même en politique. Un peu parce que Patrick a évoqué le fait que AVC a tenu son mythique sans colibé, sans injure. C'est possible. Lorsque s'arrête le langage politique, en principe, devra s'installer le langage social. On peut parler actualité. Hein. Vous gardez justement les micros. Allez, on prend les premiers thèmes de l'émission. Eric Izami, les premières élections sous Denis Kadima, l'air est au bilan. Hein. Je m'en vais rapidement donner les résultats de ces élections. 14 provinces, il y a eu 3 candidats indépendants qui ont gagné les élections. Parmi les élus, il y a 4 de l'UDPS, il y a un du G7, il y a un du MCR, il y a un de l'ACP. C'est jeune parti de Ngobila. Oui. Maintenant un gouverneur, Rita Bola, un du Palou. Le second tour, c'est tout à l'heure au Congo central. Congo central, oui. Félicitations encore une fois sur votre plateau du kiosque et même chez moi au niveau d'antenne à télévision. J'ai toujours rappelé que la CENI, c'est comme cette femme qui est prête à pouvoir vous donner la nourriture à midi. Mais encore faut-il lui donner l'argent tôt, à 6 heures. Les lois, tout ce qu'il y a comme financement, pour l'accompagner justement à vous servir à midi pile. Il ne faut pas venir donner à la CENI ce dont elle a besoin à 11h50 et lui exiger de vous préparer la nourriture et de vous servir à midi. C'est ce qui arrive chez nous généralement. La CENI, c'est cette institution d'appui à la démocratie à qui généralement on peut lancer des colibés mais sans lui avoir aidé à bien faire son travail. Et là, je crois que le premier test a réussi parce que sur les 14 provinces qui étaient concernées par rapport à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, on a vu que les choses se sont passées dans la paix et davantage. On a vu que même l'article 14 de notre Constitution a été relativement respecté. On a vu le maman venir, Maïndombe, Tanganyika et puis Lomami. Oui. Et puis ailleurs. Et aujourd'hui, il y a 2 provinces. La plus vaste de toutes les provinces, la Chopo, avec comme chef-lieu Kisangani Boyoma Singamwambe, et avec l'un des plus grands territoires du pays, Bafouassende, qui a la taille de tout le Rwanda réuni. Donc c'est une province à ne pas négliger, vu son poids démographique aussi. Et puis une autre province stratégique cette fois-là, parce que c'est la porte d'entrée du Grand Congo, le Congo central, où il y a d'un côté Guy Bandou et de l'autre Nefertiti Ngoudianda qui vont aller aux urnes aujourd'hui. Et puis bon, on verra lequel de deux va l'emporter. Mais on parle entre-temps aussi de ce vaste projet du développement de 145 territoires. Des bananes, Libengezongo, Bosobolo, Yakoma, vous allez à l'extrême nord-est, Faradje, vous redescendez l'île Idjui, Sud Kivu pour aller à Sakanya dans le Haut-Katanga, vous venez au centre, Sankourou. Sankourou qui a eu aussi un grand problème depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. Le Sankourou n'avait pas un gouverneur qui avait déjà un gouvernement installé. Mais cette fois-là, M. Lodi qui a été élu, je crois qu'il aura le temps de pouvoir constituer son équipe gouvernementale provinciale pour tant soit peu apporter des solutions attendues. Et chez nous, ce qui est attendu, c'est quoi? Il ne faut pas dire que nous allons devenir les États-Unis de demain. Non. Donnez-nous l'eau, l'électricité, la route, bref, la paix et le pain. Si nous avons ça, et nous penserons au progrès. Et allez, plusieurs candidatures rejetées, des recours en recours. Quand, par exemple, Eric Izami dit que tout s'est bien passé,
Moi, je suis un débat qui demeure, par exemple, sur la question de la candidature de la sénatrice Mona Lix. Je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'il y a déjà, ça crée une jurisprudence. Avant d'entamer, en montant sur le plateau, j'ai croisé l'honorable Christelle Vanga, que je salue, quand Eric était en train je dirais, d'auréoler les candidates. Voilà, ça m'a fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si elle a cette ambition-là, mais je la verrai bien dans les jours qui viennent briguer aussi ce strapontin. Je pense qu'elle peut en avoir l'étoffe nécessaire. Clin d'œil à l'honorable Christelle Vanga. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée, exactement, il y a eu quelque chose, je dirais, d'assez préjudiciable pour le processus. La sénatrice Mona Lix a posé sa candidature, je crois, dans la province du Kasaï central, si je ne m'abuse. Sa candidature a été déboutée par la CENI. Elle est allée à la cour d'appel, elle n'a pas eu gain de cause. Mais curieusement, elle a porté cette affaire au Conseil d'État. Et à notre grand étonnement, le Conseil d'État lui a donné gain de cause, alors que les textes sont clairs. Il n'y a pas d'appel possible. Les textes sont clairs, ça c'est vague. C'est quelle disposition? C'est la loi électorale? Est-ce que c'est... Je vous cite l'article. Non seulement qu'il énumère de manière limitative les juridictions compétentes en matière de contentieux des candidatures, mais il pose également le principe du caractère non appellable de toute décision prise par les juridictions compétentes en matière de candidature. L'article 27, dont question n'énumère nullement le Conseil d'État parmi les juridictions compétentes en matière de contentieux des candidatures. Ce qu'a fait le Conseil d'État est ni plus ni moins une violation au texte. Et ça peut ouvrir une brèche dangereuse, allais-je dire. Parce que demain, d'autres candidats déboutés par leur juridiction naturelle vont se servir de cette ordonnance, risquent de se servir de l'ordonnance du Conseil d'État. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut ici dénoncer avec véhémence, parce que il ne faut pas avoir fait Sorbonne pour interpréter ces textes qui sont d'une limpidité, je dirais, nette et claire. C'était la fausse note de ce processus, l'injection de manière hasardeuse du Conseil d'État. Mais dans l'ensemble, tous ceux qui ont été déboutés, qui ont fait appel dans la juridiction habilitée, qui est la cour d'appel, certains, je crois 3 ou 4, ont vu leur candidature être réhabilitée, et d'autres, dont leurs moyens de défense n'ont pas convaincu, ont vu leur candidature être confirmée en déboutement. Ceci doit être, je dirais, une espèce de vade-mecum pour le reste du processus. Justement, parlons du reste du processus, Maïgardi Diana. J'aimerais quand même que nous puissions nous projeter un peu par rapport à l'avenir. Les élections, c'est vrai qu'aujourd'hui, la proposition de la loi, elle est sous examen à la PAJ. Okay. Il y a des options à lever. On va parler de la machine à voter. On dit qu'il n'y a pas de soubassement juridique. Okay. On va parler de cette opération de mutualisation. Comment vous voyez la CENI? Parce qu'il semble que la CENI aussi attend cet arsenal juridique pour savoir se décider. C'est qui s'est décidé. Merci Serge Kabongo, mais permets-moi de faire aussi une digression, revenir un peu sur justement le comportement de certains candidats, particulièrement la sénatrice, sur le rejet de sa candidature. Cela relève de ce que moi j'ai constaté depuis un certain moment, d'une sorte de refus de voir les évidences. Et je peux comprendre dans la démarche, c'est que l'idée n'était pas d'aller en fait dans le fond du dossier, mais ils sont allés vers la cassation pour annuler un peu la décision. Ils ont voulu attaquer au Conseil d'État pour annuler la décision
de la Cour d'appel. Or, malheureusement, ça encore on s'enlise. C'est une faute grave encore. Au-delà de la jurisprudence évoquée par Patrick et Allé, mais il y a aussi un élément qui nous laisse perplexes, moi. La question, c'est que quand je connais la carrure de gens qui sont au niveau de la Cour de cassation, quand je connais la taille des éminents professeurs d'université d'abord, mais après, des éminents juristes qui sont là-bas, je me pose la question, pourquoi ne pas faire le travail du conseil? Rappeler à la candidate que, normalement, nous ne sommes pas compétents pour pouvoir saisir ces genres de dossiers. Je crois le Conseil d'État n'est pas le tribunal en ce qui concerne les contentieux électoraux. Non. Non. Encore une fois de plus, est-ce qu'il y a eu des billets verts qui ont circulé? J'aime pas entrer dans ces débats-là, c'est souvent sale. Mais sur la machine à voter, il vous souviendrez sur ces plateaux, j'ai déjà plus d'une fois, c'est vrai que quand on est parti, certains disent que non, il n'y avait aucun soubassement juridique, oui. Mais dans l'utilisation autrefois, la machine à voter était venue comme étant un instrument qui pouvait faciliter le vote manuel, dans le sens où il jouait juste le rôle d'imprimeur. Mais avec les temps... On a eu tout un débat à on faire a comprendre. souffert. On a souffert sur cette question. On a souffert. Or, avec le Mal temps, compris. on s'est rendu compte que le côté électronique de la machine à voter a apporté quelque chose de plus. Non seulement que cette machine est venue régler le problème de délai qui était devenu la plus grande contrainte, mais cette machine a facilité justement le déroulement du processus électoral. Aujourd'hui, on a un acquis, cette machine à voter. Au-delà de ça, on a un acquis, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, que personne ne peut remettre en question le caractère fonctionnel et intégral de la machine. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il faudra qu'on continue à regarder de manière hystérique le texte tel que défini autrefois, ou qu'on évolue avec le contexte? Et je crois, à mon humble avis, qu'aujourd'hui, dans cette discussion qui s'est menée au niveau de l'Assemblée nationale, il y a lieu de pouvoir se prononcer directement. Et un encadrement juridique. Et un encadrement juridique de cette machine, et élargir, permettre à ce que le côté électronique intervienne dans le vote en République démocratique du Congo, pour deux raisons. La première. La première raison, c'est que pour des raisons techniques, il est plus facile de falsifier un bulletin imprimé que des données électroniques et des fiches imprimées par une machine dont la base de données peut dupliquer ces résultats-là sur différents coins de la République. Et au nombre de Et témoins. au nombre de témoins. Ça veut dire que quand je suis à Kinshasa, cette machine-là, répondant à une base de données, même celui qui est au Sankourou, peut juste rentrer sur une base de données et avoir les vraies données. Au-delà de ça, c'est pour des contraintes financières. Sachez aujourd'hui, avec cette machine à voter, il suffit de pouvoir combler. Parce que je sais qu'après, il y a eu des casses, il y a eu des pannes, enfin un inventaire. Aujourd'hui, financièrement, la contrainte tend peut-être résolue, un peu comme en 2018, avec cette machine à voter. Donc, à ce stade ici, moi, je rappelle, en tout cas aux élus nationaux, qu'aujourd'hui, ni un opposant, ni quelqu'un de la majorité actuelle ne peut remettre en question le caractère fonctionnel de la machine à voter. C'est cette machine à voter qui a fait de Félix président de la Et République. exactement, a permis pour une première fois l'alternance. On l'a diabolisé Ça veut dire inutilement. que tous ceux qui ont fait ce travail de diabolisation, bon, pas forcément diabolisation, on comprend. Il y a une Si, différence. c'était la diabolisation. Non, Eric Izami, regardez. Le problème, c'est que les gens ne remettaient pas en question la machine à voter. Déjà été méfiant. Mais ceux qui ont proposé. C'est quand on n'a pas de confiance vis-à-vis de l'auteur, même les contenus, encore son travail. Mais on les remet en élections, c'est une question. question de confiance. Hein. C'est une question de Malheureusement, Ouais. mais la crise de confiance est inhérente dans un processus électoral entre protagonistes. Donc à ce stade ici, j'appelle les députés nationaux à regarder d'un bon œil cette situation et de prendre des dispositions pour encadrer juridiquement et de nous permettre d'aller dans un vote, s'ils ne veulent pas électronique, même dans un vote semi-électronique, en termes de collecte des données, ça ferait évoluer la question de... On va à droite et puis on va processus revenir à Eric. L'autre option, c'est aussi la question de la mutualisation. Le débat n'est pas fini. Hein. Je vais répondre, mais je vais faire une espèce d'analogie par rapport à la question de la MAV. Vous voyez un peu ce qui se fait Machine à aujourd'hui- voter donc. Ouais. Machine à voter, ce qui se fait aujourd'hui en football. On a senti que l'arbitre est humain. Il y a des choses qui peuvent l'échapper. Il n'est pas regardant partout. On a aujourd'hui fait évoluer les règles. On a institué la VAR. La VAR. Je dirais que la machine à voter, c'est un peu comme la VAR. L'arbitre qui l'a signé, avec son président et tout le cortège qu'il y a là, peuvent être faillibles. Mais il faudrait que la MAV, qui est en termes analogiques une espèce de VAR, puisse être consolidée. Je fais partie des gens qui étaient très sceptiques. Je me rappelle avoir fait des émissions ici où ma position était... Avant même les élections de 2018. Voilà. Tranché. Mais
Voilà. Mais... Ils nous rentraient dedans, à l'époque, je m'en souviens. Non, ont c'est tu as expliqué à la vraiment population qu'il n'en était rien, c'était pas une mauvaise chose, mais bon. Voilà. Ne m'enfoncez pas plus bas que je ne suis déjà. Il a avoué, donc. J'ai déjà avoué. On est frères, regarde. Donc, voilà, je pense qu'il faille maintenant doter cet appareil d'un outil juridique clair pour diluer un peu plus, même si on ne diluera pas, on n'absorbera pas les contestations, mais l'encadrement juridique pourrait permettre de diluer dans une bonne quantité les contestations qui peuvent venir. D'ailleurs, vous savez que cette machine à voter a une capacité de géolocalisation. Il faudrait que les législateurs puissent jeter un coup d'œil sur ça. Creuser sur ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue. Je vous ai parlé du football avec la VAR. C'est la technologie qui a évolué et les textes doivent suivre. Les textes doivent suivre. Il y a possibilité d'insérer, je dirais, des dispositifs de géolocalisation. C'est-à-dire une machine qui a été appointée. Une machine qui a été appointée à la Lukunga. Dans le Lukunga. On ne peut pas retrouver ça moins en bas. Il y a un problème de micro. Je disais, je parlais de la géolocalisation. C'est-à-dire les législateurs doivent jeter un coup d'œil, doivent trouver des astuces juridiques pour encadrer cela. C'est-à-dire une machine qui est appointée pour la circonscription de la Lukunga, on ne peut pas la retrouver à la Moamba, par exemple. Ce sont des avancées qui peuvent rassurer les uns et les autres. Mais dans l'exercice... Est-ce qu'en termes de coûts, ça ne risque pas d'être un peu élevé par rapport aux bulletins que nous connaissons? Parce qu'on sait que les votes n'est pas électronique. Il est dit, je suivais les débats avant même que nous puissions entrer sur le plateau. On dit, mais comment dans la machine, vous avez Serge Kabongo qui a 18 voix, par exemple, il y a Kitambo chez lui, mais quand vous imprimez, on vous dit que non, ce que vous imprimez, c'est 16 voix. 16 voix. D'abord, en termes de coût, il est tout à fait, je dirais, vérifiable que la machine à voter sera et a été moins coûteuse que les bulletins. Quand on regarde, au regard du nombre, du volume des candidats. D'abord en termes de coût, en termes de faisabilité, si vous avez des circonscriptions où vous avez des centaines de candidats, c'est-à-dire vous êtes je dirais carrément dans l'impossibilité, dans l'infaisabilité d'assurer un processus de vote, je dirais, dans le temps. Ça, c'est d'abord en termes de coût et en termes de faisabilité. Mais vous posez une bonne question. C'est là maintenant qu'il faudrait que les législateurs, comme je le disais, quand ils vont plancher, parce qu'ils devraient avoir des textes, il faudra maintenant qu'on sache qu'est-ce qui sera pris en compte. Le bulletin imprimé de la machine à voter, qui est traçable, ou le bulletin papier. Il faudrait que cela soit identifié de manière clairement pour qu'on sache quelle est l'option qui doit être prise. Mais je pense que privilégier l'option du bulletin imprimé de la machine à voter est, je pense, la plus rassurante. Très bien. Éric Izami? Oui, on parlait tout à l'heure de la mutualisation, on n'en a pas peut-être évoqué. On fait les deux modes de vote. Hein. Semi-électronique et puis... Ça sera au législateur de trancher, in fine. Mais je crois que vous avez posé une bonne question par rapport à y aller la question liée à la mutualisation. Je crois qu'en dehors du fait que nous avons le rôle de pouvoir apporter les nouvelles à nos populations, nous avons aussi le rôle d'encourager le bien. Je dis cette phrase-là par rapport au fait que chez nous, jusqu'à aujourd'hui, le fichier de l'état civil n'est pas tenu à jour. Je suis en perspective, hein, je vois plus loin. Parce que chaque fois, on aura toujours ce besoin de pouvoir enrôler les gens. Et c'est comme ça que nous devons encourager les nôtres, quand vous avez un bébé, d'aller le faire inscrire à l'état civil. Comme ça, l'enfant commence réellement à exister juridiquement. Je le dis par rapport à ça. Parce que je vois que le plus grand problème, jusque-là aussi, il n'y a pas que cet aspect de la loi. Il y a aussi la taille de ce que sera notre électorat demain. Qui vont voter? Parce qu'il y a encore de nouveaux jeunes qui doivent intégrer le fichier électoral, qui doivent être intégrés. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui 2022, jusqu'à arriver en 2023, si Dieu nous le permettra, il y aura considérablement de jeunes qui doivent réintégrer. Et c'est une vaste opération qui nécessite et du temps, et les moyens, et des bras pour faire ce travail.
nous sommes en train de vouloir faire peut-être simplement la loi, mais il y a beaucoup de choses à faire pour aider la CENI à pouvoir être à la hauteur de la tâche qu'on attend d'elle. Ah ben, c'est Jacques Maïgardi Diana. L'autre débat, c'est la mutualisation. Il semble que aucune opération ne peut déranger une autre. On va aller, la CENI va recenser, et puis après... Recenser ou enrôler? Enrôler. Bon, je crois que le travail aurait été un peu plus facile si on intégrait la donne telle qu'évoquée par Eric Izami. C'est-à-dire, dès qu'on a un fichier de l'état civil électronique et tenu à jour, c'est l'État, à partir de sa base de données, qui peut déjà définir qui quitte la zone de mineurs pour intégrer la zone des majeurs et devenir directement automatiquement électeur. Comme ce n'est pas le cas, vouloir aller dans l'idée de mutualiser, je l'avais dit ici depuis un certain moment, c'est beaucoup trop de travail. Parce qu'il ne faudra pas oublier que le nombre, on est une population de plus de 150 millions d'habitants. Je crois qu'on doit... non, si, c'est pas exagéré. On est à plus de 150 millions d'habitants. Maintenant, la question, c'est que, est-ce que s'il faut définir la part, que disent les statistiques par rapport à ça? On aura du mal à pouvoir dégager. Or, permettre à la CENI, qui a des opérations un peu plus faciles, ça veut dire que c'est le gens qui se déplacent vers la CENI pour se faire enrôler, après vérification qu'ils soient électeurs. Mais avec l'idée de pouvoir recenser, c'est le porte-à-porte. C'est-à-dire les services de l'État qui vont aller porte après porte pour recenser et sans tenir compte de la catégorie d'âge. Ça, c'est beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop de moyens et on risque de mettre la CENI en traîne. Laisser la CENI faire son travail et à la fin de compte, après la CENI, on peut se baser sur le fichier de la CENI. C'est une affaire des cagnottes, hein. Il y a déjà l'argent de la Banque mondiale, semble-t-il, malheureusement, vous savez, il n'y a pas que la question de cagnotte. C'est vrai, les gens trouvent derrière l'occasion de pouvoir bouffer, mais il est inconcevable qu'aujourd'hui, que nous soyons des expatriés sur notre propre sol. La question de l'identité... vous dites là, au BCR, ça ne passe pas, à l'ONUP, ça ne passe pas. Oui, mais en fait, ça, c'est question de priorité. Pour eux, le faire vite, c'est qu'eux vont mettre un peu de billets en poche. Qu'est-ce que nous, on a à foutre de ça? Nous, on ne va pas mettre la République en difficulté. Quand il y aura grande politique, ils seront en train de bouffer leur argent, peut-être à Dubaï, en train de faire porta, qui sait. Mais la question n'est pas là. Aujourd'hui, je crois qu'à mon humble avis, pour faciliter, déjà, on a beaucoup de contraintes d'ordre technique. Ajouter dans le contrainte technique la difficulté de pouvoir recenser à temps risque de mettre la CENI dans une position très délicate. Or, permettre à la CENI de faire son travail, comme on a dit ici. Sur le plan technique, déjà, en termes de vote, il faut que le député essaye de trouver une voie vite et très rapidement. Oui. Maintenant, en termes de recensement, je crois qu'il faudra qu'on laisse la CENI faire d'abord son travail. C'est ça, à mon humble avis, c'est la question la plus urgente. Et comme ça, l'identification peut venir juste après. L'identification, on peut le faire pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ça ne posera aucun problème. Mais maintenant, pour des questions d'ordre électoral, il est tout à fait logique qu'on laisse la CENI faire d'abord son travail, répondre à une exigence constitutionnelle, de tenir le délai, et le reste, qui sont d'ordre administratif et sociologique, on peut y répondre peut-être en déant une année, 2 ans. D'accord. Vous êtes d'accord avec lui? Absolument. Mais moi, j'aimerais souligner quelque chose. J'ai suivi les débats. C'est le débat sur le seuil. Ouais. Le seuil, le G13 qui a porté la loi. Qui a porté la loi, a inoculé un élément qui me laisse un peu dubitatif. Je suis d'accord avec le seuil. Mais je comprends le besoin du G13 de vouloir, je dirais, tamiser les candidatures. Mais ils sont allés un peu de façon un peu brutale. Parce que... Non, les débats restent encore ouverts. Hein. Oui, le débat, je parle de la proposition. Rien n'est encore fixé. Ouais. Voilà, la proposition qui tend à exiger des regroupements politiques d'aligner 60% des candidats dans toutes les circonscriptions. C'est-à-dire un regroupement, s'il y a par exemple 100 circonscriptions où vous pouvez postuler, il faudrait que vous ayez des candidats sur au moins 60 circonscriptions. Mais il faut faire la salubrité. À quoi ça va servir ces partis mallettes avec lui-même président Non, moi je pense que c'est dans le cadre d'assainir un peu cet environnement. Non, l'assainissement... Ils vont faire un assainissement et en amont et en aval. L'assainissement avec le seuil, c'est déjà, si on respecte le principe du seuil, c'est déjà là l'assainissement. Il ne faudra pas aussi que les mesures soient trop contraignantes.
Sinon, on va avoir une démocratie parce que n'oubliez pas, postuler à toutes les circonscriptions, c'est une question d'argent, des sous. Alors là, on va favoriser la démocratie censitaire, c'est-à-dire la démocratie des personnes riches. Des nantis. Il faudrait, sur ce point-là, faire attention. Deuxième point aussi qui a soutenu mon attention, c'est la question de suppléance. Voilà. On a vu et des Congolais de l'opposition et des Congolais de la majorité être tous unis contre cette décision interdisant la suppléance. C'est comme ça que je dis, le politique congolais, devant leur intérêt. Les mandats familiales, les fameux mandats familiales. Voilà, devant leur intérêt, il n'y a plus de majorité, plus d'opposition qui vaille. J'ai été stupéfait de voir la solidarité qu'il y avait pour empêcher cette proposition, qui est une proposition de bon sens, de moralité. On a cessé de le dire ici. Il faudrait qu'il y ait un sursaut de bon sens dans les chefs des députés pour que cette proposition passe. Très bien. Alors, on va prendre le deuxième et les derniers thèmes de l'émission. Je crois que chaque institution devrait jouer, si je comprends bien, cher ami Eric, sa partition. Maintenant, la CENI, semble-t-il, est un peu en berne en attendant. Bon, on va voir ce qu'elle va organiser aujourd'hui. C'est au Congo central et dans la Tchoukou. Oui. Sinon, pour un début, il faut donner un coup de chapeau à l'équipe Kadima. Coup de chapeau à l'équipe Kadima. Mais encore une fois, Serge, j'ai comme l'impression que chez nous, généralement, on a l'impression d'avoir toujours le temps. Alors que le temps est notre principal ennemi à nous tous. Pourquoi je le dis? Je suis en train de faire observer, l'opinion notera, que dans pas longtemps, ça serait également la fin de la session ordinaire au niveau du Parlement. Ça va se clôturer le 15 juin. Ça urge de partout. S'il faudrait que chacun joue sa partition, c'est alors que le vache sera bien gardé. Nous, notre rôle, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, évangéliser la communauté à pouvoir adhérer à des bonnes actions pour faire avancer les choses. Et chacun devra faire autant. Il y a même un auteur célèbre, Charles Baudelaire, qui a écrit Le Fleur du Mal. Il dit, pour que la loi du progrès exista, il aurait fallu que chacun voulût la créer. Moi, journaliste, je me mets à pouvoir chercher l'information, à le traiter pour diffuser. Vous, député national, vous qui êtes là pour voter les lois et contrôler l'action du gouvernement, faites que le médecin il va guérir le malade, etc., etc. Et je crois que la nation connaîtra quand même un peu le roi. Je n'ai pas compris. Les MLC n'a pas eu un gouverneur? Non. Non. Que je sache, non. La montée du parti de Gentili Ngobila, oui, avec Rita Bola Oma Indombe. Oui. Mais c'est bien que d'évoluer. Apparemment, entre Rita Bola et Ngobila, c'est une affaire de sang ou c'est pas de l'obsession, mais Ngobila peut mourir pour la dame là. Elle était déjà ici, elle est révoquée, elle est allée en prison. Ça sera bon. Ngobila là, que celle-ci vienne avec les solutions attendues par le peuple. Non. Moi, je suis un peu... Rita Bola et Ngobila, c'est quoi? Je suis un peu mal à l'aise par rapport à ceci. La dame a été citée dans des affaires, je ne sais pas, ténébreuses ici. Elle a été en prison, elle a fait la prison. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est une question de moralité, de bon sens. Et Ngobila s'est déplacé pour la soutenir. Je suis mal à l'aise avec Je suis mal à l'aise avec ce genre de personnel politique. Moi, c'est pas ma vision de la politique. Je comprends un peu. Je comprends. Je suis pas mal à l'aise. Je suis fortement mal à l'aise. Le Maïndombe, on en parle de moins en moins comme province. Hein. Bon, le grand problème du Maïndombe, c'est un peu comme je dis ici, c'est que c'est un peu à l'image du Grand Bandundu. Généralement, là-bas, il y a une sorte de sacralisation de personnes. Les gens ne le savent peut-être pas, mais là-bas, la notion de la notoriété. Ngobila est encore un notable de là, et il a encore une voix. Il veut garder la même mise. Il suffit qu'il donne un mot d'ordre, les gens l'obéissent. Et surtout que j'ai l'impression qu'il est resté presque seul dans le Maïndombe.
Il n'y a personne pour lui tenir Les tête. Maïndombe de Singaoudjou, de Mosengo. Malheureusement. Mais Thierry Moussenepo est du Maïndombe. Malheureusement, Moussenepo ne tiendra pas face à Ngobila Maïndombe. Ça, il faudra reconnaître. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir un garçon, un jeune, comme Thierry Moussenepo, gouverneur du Maïndombe? C'est là où je reviens tout petit. Même notre aîné, c'est Varin Bamani, je crois qu'il Varin, est voilà. du coin. Est-ce qu'ils en ont manifesté Ngobila et nous, l'intérêt? ça passe pas. Hein. Est-ce qu'ils en ont manifesté l'intérêt? Je pense pas. C'est là où moi je reviens pour dire une chose, c'est que en matière de gestion de province, j'ai l'impression qu'il faut réfléchir autrement. Réfléchir autrement dans le sens où je commence à croire que finalement Mobutu avait la meilleure des solutions aujourd'hui. Les non-originaires. C'est généralement quand on regarde le contexte des élections du gouverneur qu'on se rend compte que finalement, malgré nos textes, dans le fond, nous sommes un État fédéraliste. C'est-à-dire, on est encore un État fédéraliste et dans le praxis. On est dans l'antichambre du fédéralisme, en fait. Serge, moi je vais aller plus loin. On est déjà sorti de l'antichambre, on est en plein dedans. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le comportement, dans les textes on dit autre chose, mais dans l'agir, c'est exactement ce qu'on fait. Qui doit répondre à un besoin de développement? Le Maïndombe est une portion des terres qui répond à la gestion de l'ensemble de la République. Un peu enclavé, hein. Un peu enclavé aujourd'hui, c'est des provinces aujourd'hui qui sont à force, Largement enclavées. à force des situations difficiles, devenues pauvres. Est-ce que Rita Bola peut nous surprendre? Serge Kabongo, la réponse est claire et nette. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de mettre un point sur les questions d'un... Quelle est alors cette réponse qui est claire et nette? Mais Rita Bola, je ne suis pas sûr. Vous savez pourquoi je ne suis pas sûr? Pour une fois, les gens vont m'excuser. Je vais être un peu trop subjectif. Quand je regarde son mentor, parlez avec votre cœur, là. quand je regarde parce que autrefois c'était dans ma province. Moi je suis du Bandundu. Quand je regarde son mentor, quand je regarde le parcours de la dame, je suis sûr que si on va, Serge, la prochaine émission, allons chercher son projet de société, on va en rire ici sur ce plateau. On va en rire jusqu'à tomber par terre. Je suis sûr, si vous voulez, faisons cet exercice-là. Alors, prenons quelle est la responsabilité? Non, mais il n'y a pas que le projet. Quelle est la responsabilité de l'Union sacrée? Parce que je me dis, demain, quand viendra le moment de faire le bilan, on va dire que c'est l'Union sacrée qui a dirigé. Voilà la question. Donc, je présume que Tshisekedi avait vu le nom de Rita Bola, pas de fixation sur la dame. Hein, non, malheureusement pas. On va pas je faire présume que Bemba, qui est dans l'Union sacrée, avait vu la candidature de Rita Bola. Je présume que Bahati avait vu. Je présume que tout le monde avait vu ça. Quel est le profil? Par exemple, je peux comprendre encore au Congo central, un certain, le médecin Badou. Badou, ouais, il a fait ses preuves. Il peut encore nous... Voilà. A fait ses preuves. Je peux encore comprendre. Ouais. Il y a de cas légion, il y a eu Maweja au Kasaï récemment. Quel profil? Les exemples. Mais justement, on peut terminer par là. Serge, si nous voulons avoir une bonne démocratie, en amont, nous devons avoir des acteurs qui doivent être eux-mêmes d'abord démocrates pour qu'on en puisse arriver à un résultat de démocratie. Il ne suffit pas d'avoir aussi un bon projet, mais encore faut-il en avoir des aptitudes pour matérialiser le bon projet. Les capacités, voilà. Oui, vous évoquez l'union sacrée, eh bien c'est bien clair. C'est leur responsabilité en fait. Justement, et là, je l'ai dit ici, la population ici ne nous exige pas beaucoup, on ne devient pas les États-Unis demain. Mais donnez-nous la paix et le pain, et nous allons penser au progrès. Route, l'eau, l'électricité, l'école, l'hôpital, c'est de ça qu'on a besoin. On a terminé, hein. Merci à Patrick Yalé. C'est quoi, on va suivre la suite de ces élections. Hein. Kapalata, on m'a dit, c'est Kapalata Tony qui sera... Kapalata et Madame Madeleine voilà. Nikomba. Nikomba. Ah oui. Guy Bandou et... Guy Bandou et Nefertiti Vodiadanta au Congo central. Très bien. Madame, monsieur... Un élément d'information Un élément d'information oui. Pour les prestateurs du TENAFEP 2021, je crois que et le ministre de l'EPST, celui du budget et des finances, sont actuellement à l'Assemblée nationale pour y répondre afin de trouver une solution le plus vite possible. C'est le fameux dossier qui a opposé Tony Mwabaya à Linguet alors que l'argent n'était même pas encore sorti. Vous comprenez? Il y a une tentative de détournement. Malheureusement, l'émission est finie. Vous voulez qu'on entre dans ça? En fait, c'est les dégels, hein. J'ai compris, à Poipane qui fait les éloges de Tony Mwabaya. C'est les dégels. Hein. Bon, ils ont compris que c'était une guerre qui ne leur apportait particulièrement rien, que c'était quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Finalement, on a tenté de faire de cette chose-là, mais la meilleure des choses, c'est de pouvoir trouver une solution au problème des Congolais. Parce qu'il n'y a pas que ces gens-là. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même au cabinet, des gens qui sont allés dans des missions, qui n'ont pas touché leur argent parce que l'IGF a gelé. Pour quelle raison, on ne sait pas. Très bien. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir été de nôtres. C'était Kiosque. On est revenu sur ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. On n'a pas fait un petit commentaire sur 48 heures. Hein.
Vice-gouverneur. Gérard Missomanga et Sali. J'ai chanté hier chez Mugila Guira. Il ne faut pas provoquer notre oncle. Il faut laisser notre oncle. C'est notre désormais vice-gouverneur. La mission a changé. Avant, c'était contre Ngobila. Maintenant, je crois qu'il va composer avec lui. Et jusqu'à mariage scellé, jusqu'à la mort. Ah, moi, je pensais que vous parlez de notre oncle qui a mordu la poussière au Bas-Congo. Non, Gérard Moulumba Gekoko, le Il vice-gouverneur. a été élu vice-gouverneur. Très bien. Cette émission est terminée. Voici les résultats de Mwandansemi pour le Congo central. 0 voix pour Mwandansemi. Combien de Il n'y a morts pas déjà? que lui qui n'a rien obtenu. Il y en a Combien de d'autres morts aussi. déjà? Ah, ben, C'est mon oncle. Quand je cite Mwandansemi, c'est mon oncle. Il m'est proche. Je ne peux pas citer les résultats des autres. Ils vont dire peut-être que j'ai fait la mauvaise publicité. la Mwandansemi, grève Badiangila, sur- Zachary, sur- 0 voix. Mais ce qui m'a surpris, c'est les résultats du candidat Dion Koussou, qui a fait 0 voix, mais qui a un suppléant. La qualité d'homme. Hein? Donc, il a un suppléant, Ouais, c'est ça. mais ce suppléant-là n'a pas voté pour l'électeur, donc l'élu originel. L'argent a pris le pas sur Comment les expliquer ça? Son conditions candidat politiques. naturel. Oui. Ah ben, C'est ce que je disais. C'est le personnel politique de nos jours. ah ben voilà. Il s'appelle Christophe Kissologeli. C'est le personnel Christophe sur politique. lequel a refusé de voter son titulaire. Mais vous savez que même Bayende, qui était député provincial, lui-même, candidat sénateur, il a fait 0 voix. 0 voix. Mais il C'est était vrai. lui-même député. Donc il n'avait pas voté pour lui. Non, mais parce qu'il n'a pas de voix. Il ne peut pas se voter lui-même. Ça, c'est impossible. Ça fait retourner dans leur cimetière. Allez, ça n'est donc fini pour là où ils aujourd'hui. sont. Merci beaucoup. Ça a fait un peu chaud aujourd'hui. Hein. On a évolué sur les générateurs. Pas moyen d'allumer les splits. Merci à Patrick. Société nationale ennemie de la lumière. Merci à Eyalé. Et merci aussi à Eric Kizam.